d'examen, 70 heures de débat, plus de 2000 amendements. Est-ce que, au rythme où ça va, difficile pour le gouvernement de ne pas dégainer l'arme du 49-3 ? Je crois qu'il n'y aura pas d'autre alternative pour le gouvernement. On voit bien que les débats traînent, notamment à cause des députés communistes et France Insoumise, qui paralysent le débat avec ce qu'on appelle des amendements virgules. Évidemment, on est parlementaire, on est là pour débattre sur le fond. Et les Républicains, on a déposé plus de 2000 amendements, ce qui fait une moyenne de 30 amendements par député, ce qui est, on va dire, assez honorable. En revanche, les députés France Insoumise ont fait des amendements uniquement pour faire blocage au gouvernement, ce qui évite évidemment de parler du fond. Et ça, c'est regrettable. Et ce qui va évidemment entraîner le gouvernement probablement à dégainer, comme vous dites, le 49-3 pour sortir de cette paralysie, parce qu'au rythme de l'examen, il faudra à peu près 150 jours encore pour terminer complètement le débat. Donc vous comprenez que le gouvernement on arrive à ce 49-3 vu la tournure des débats ? Oui, et quelque part, je pense que c'est aussi ce qu'attendaient ces partis d'extrême gauche. Alors, du coup, le débat, évidemment, il ne pourra pas aller au bout. Il y aura des sujets de fond qui ne seront pas traités. Et cela, évidemment, est regrettable. Et ensuite, il reviendra au Sénat d'avoir un débat peut-être plus apaisé sur ce sujet pourtant très important. Alors, cette logique d'obstruction, elle vous rend aussi inaudible ? Absolument. Alors, est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est un échec démocratique, finalement, cette réforme des retraites ? On est aujourd'hui dans l'impasse. Je pense que dès le départ, elle a été mal engagée, alors que le président avait confié à M. Delevoye une mission qu'il a conduite pendant à peu près 2 ans, où il avait déjà auditionné l'ensemble des acteurs. Cela a donné lieu à un rapport, et lorsque son rapport, qui était pourtant intéressant, est sorti, le président a préféré le mettre de côté. Ensuite, on a eu toute la polémique autour de M. Delevoye et son remplacement. Aujourd'hui, effectivement, en termes de méthode, on en voit les conséquences. Le financement qui intervient à la fin, la conférence de financement, ça paraît quand même assez cocasse qu'on parle du financement seulement à la fin, alors que c'est quand même un des paramètres essentiels de cette réforme. Le principe au départ d'universalité qui est quand même biaisé, parce que là on a vu qu'il y avait un certain nombre du coup de nouveaux régimes particuliers à la fois pour le régalien mais aussi pour certaines professions. Et du coup, on en est à ce résultat où le débat qui aurait dû avoir lieu, à l'Assemblée nationale de façon sereine se passe très mal. Et du coup, vous reconnaissez que les Républicains ont du mal à se faire entendre dans ce débat ? Alors nous, on a essayé d'exister projet contre projet, c'est-à-dire que nous avons affiché clairement la couleur, c'est-à-dire que nous considérons qu'il faut un âge de départ, en l'occurrence 64 ou 65 ans, parce que évidemment, nous considérons qu'il faut modifier ce système des retraites. C'est une nécessité. Parce que sinon... Est-ce que c'est possible de faire entendre ce discours-là aujourd'hui ? Est-ce que quelque part ça ne vous arrange pas d'être inaudible et que le débat prenne cette tournure ? Parce que c'est compliqué de faire admettre aux Français qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, le parti de la responsabilité. Si le système a pu être pérennisé à maintes reprises, c'est grâce aux réformes de la droite. Et aujourd'hui, je dirais, c'est mathématique. On n'a pas 50 solutions, on a 3 solutions. C'est soit on augmente le montant des cotisations, soit on augmente l'âge de départ, soit la dernière solution, c'est diminuer les pensions. Donc, voilà, et c'est la solution que nous proposons, c'est-à-dire d'augmenter l'âge de départ. Et il faut également se comparer avec les autres pays européens qui sont tous majoritairement à 65 ans, voire plus. Donc on voit bien qu'en France, on a eu un retard, qu'on paie aujourd'hui. Et c'est lié aussi, je dirais, les erreurs originelles. Ça a été François Mitterrand, quand il a eu cette grande idée progressiste de réduire de 65 à 60 ans l'âge de départ aux retraites, de façon très brutale, sans anticiper les effets. Et puis la réforme des 35 heures. Parce que lorsque vous réduisez le temps hebdomadaire de travail, eh bien mécaniquement, vous réduisez également les cotisations. Donc l'effet cumulé de ces 2 réformes, plus évidemment l'évolution, la pyramide des âges, les progrès de la médecine qui sont au demeurant des choses positives, eh bien font qu'on se retrouve avec un déficit prévu d'ici 2025 de 7 à 17 milliards selon les estimations qui ont pu être faites. Alors qu'est-ce qui peut ressortir de cette conférence de financement en dehors des mesures d'âge? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pistes possibles? Mais écoutez, moi j'attends de voir ce que les partenaires sociaux proposeront, mais encore une fois, en dehors d'une augmentation des cotisations, alors lesquelles, salariales ou patronales, mais ça voudrait dire quoi? Si c'est une augmentation des cotisations, une baisse du pouvoir d'achat à la fois pour les actifs et à mon avis, ce n'est pas une bonne solution dans le contexte actuel. Est-ce que le gouvernement ne souhaite pas cette hausse des cotisations? Oui. Est-ce que
vous souhaitez finalement que cette conférence de financement aboutisse à des mesures d'âge. Est-ce que c'est le souhait des Républicains ? En plus, l'âge pivot, c'était quand même une des mesures que le gouvernement souhaitait porter au départ. Il l'a retiré parce que la CFDT y était fermement opposée. Mais on voit bien que d'ailleurs, il y a eu un changement avec le système de retraite par points. Mais concrètement, si vous n'aurez pas l'intégralité de vos points, qu'est-ce que cela va dire ? Eh bien, vous aurez une décote de vos pensions, donc une baisse des pensions.